On est au Creators Lounge, donc c'est, chez Microsoft à Seattle parce qu'on est, au MVP Summit pendant une semaine et aujourd'hui, on va vous parler non pas de ce qu'on a vu toute cette semaine parce que NDA oblige, Hashtag NDA. mais on va vous parler du sujet du moment, celui qui est partout et qu'on entend et qu'on voit, dans toutes les sociétés et sur tous les ordinateurs. C'est bien sûr Copilot et l'IA générative. Mais avant de commencer, Romain, est-ce que tu peux te présenter? Bah, avec plaisir. Romain Dahl, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le monde de Microsoft, en commençant par SharePoint, puis désormais SharePoint Server, puis M365 et puis depuis 8 ans plutôt dans le monde de la sécurité des données. Je travaille chez, Selensa en tant que technical officer, sur l'offre de sécurité des données, justement. Et moi, je suis Amélie, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le milieu Microsoft. Par contre, moi, je suis spécialiste de l'adoption, des solutions de Microsoft, Teams, Outlook et cetera et bien sûr, depuis 2 ans, je travaille à fond sur Copilot, sur des sujets d'adoption, j'allais dire de déploiement et on va voir que finalement, avant de passer à cette étape d'adoption, il y a plein de choses à faire et des choses qui te concernent, Romain. Copilot, il a quel âge? En âge humain, en âge de chien. C'est vrai qu'on peut se poser la question et la vraie question sous-jacente que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que Copilot ferait pas une crise d'ado en ce moment? On pourrait dire ça. Je pense qu'il est au début de sa crise d'ado parce qu'en fait, c'est encore un enfant qui a besoin d'être guidé, a besoin d'être contrôlé. On lui laisse pas encore, finalement, les clés du camion pour qu'il fasse ce qu'il veut, même si, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, ça arrive très bientôt. Je pense qu'il est proche de sa crise d'adolescence, à vouloir travailler par lui-même. Tu veux dire qu'il lui faut encore ses parents pour lui montrer, ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il doit pas faire? Oui, je pense que c'est à peu près ça avec, plein d'amis, c'est-à-dire les utilisateurs, qui lui demandent de faire, plein de trucs, voire des bêtises. Et donc il est influençable. Ah, bien vu! Alors, je me pose une question justement, ce serait quoi le plus gros défaut de Copilot aujourd'hui? Qui me vient à l'esprit, c'est d'un point de vue entreprise. L'enjeu, c'est que ça attire, mais ça fait peur en même temps. Ça fait peur parce que si on se rappelle, il y a quelques années avec, la fonctionnalité ou la solution qu'on appelait Delve, Ouais. ben, finalement Copilot, c'est un peu comme Delve dans le sens où ça met à disposition énormément de contenu aux utilisateurs, éventuellement des contenus, qu'on pensait, confidentiels et on pense que, Copilot, crée des brèches de confidentialité. Justement, c'est quelque chose qui font peur et d'un point de vue utilisateur final, finalement, qu'est-ce que tu dirais? Si je me place du point de vue de l'utilisateur final, je dirais que son plus gros défaut, c'est que pour l'instant, les réponses sont toujours assez inconsistantes. OK. C'est-à-dire que tu vas lui poser une question un jour et il va répondre quelque chose et le lendemain, tu lui poses exactement la même question et la réponse est pas la même. Donc ça, d'un point de vue utilisateur, c'est hyper perturbant. On sait l'expliquer, mais c'est difficile à entendre pour un utilisateur que, sa requête qui est la même copier-coller un jour à l'autre, elle varie. Moi, d'un point de vue adoption, je dirais que le plus gros défaut aujourd'hui que je vois et c'est pas un défaut de Copilot, mais c'est un défaut, des entreprises qui vendent en Copilot, Mmh. c'est déjà de pas avoir préparé le terrain. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Mmh. parce que moi, un des risques que j'identifie, c'est effectivement qu'on se retrouve avec des collaborateurs, qui lèvent la main en mode, «C'est normal que je vois ce document». Non, c'est pas normal. Le problème existait déjà, sauf que, ben, en perception utilisateur, c'est Copilot le fautif. Beaucoup de défauts, sur les déploiements de Copilot en ce moment. J'en Ouais, rajoute une couche, ouais. c'est que la plupart du temps, en tout cas moi dans les contextes que j'ai accompagnés, il y a pas eu d'étude de cas d'usage en amont. On a déployé Copilot pour voir ce qui allait se passer. On s'est dit: «C'est cool, ça va se faire tout seul» et la vérité, c'est que non, ça se fait pas tout seul. Aujourd'hui, Copilot, c'est, j'allais dire, ce qu'il faudrait Mmh. idéalement, en tout cas la Ouais. reco, c'est de prendre le temps, de bien préparer son environnement et on aura l'occasion d'y revenir, de poser des règles du jeu. Donc on parlait de la gouvernance, je sais que c'est un mot un peu galvaudé, mais, la réalité, c'est qu'il faut qu'on pose des règles du jeu Il en faut encore. et oui, c'est sûr, mais il en faudra toujours. Et une fois qu'on a posé les règles du jeu, pour faire l'adoption, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut donner un cadre à l'utilisateur. On lui dit, «Tu as le droit de faire ça, tu as pas le droit de faire ça, les paramètres sont comme ça» et cetera et ne pas oublier non plus d'avoir préparé cette série de cas d'usage en fonction des métiers, pour apporter le plus de valeur possible au moment du déploiement. L'utilisateur pense que c'est de la magie quand ça fonctionne bien et que ça fait à peu près ce qu'il veut. Mais pour que ça fonctionne bien et que ça se fasse ce qu'on veut, il faut qu'on ait, préparé l'environnement d'abord, OK. donc on ait bien sécurisé, nettoyé les données et cetera. Il faut avoir D'accord. posé les règles du jeu aussi, il faut avoir borné, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et cetera et il faut avoir accompagné à minima l'utilisateur aussi pour qu'il sache comment bien utiliser Copilot. Alors je pense notamment au fait de bien prompter. Ouais. Quels sont les éléments importants à mettre dans un prompt pour que la réponse soit quand même un minimum, pertinente et fiable et ce qu'on oublie trop souvent aussi, c'est toutes les personnalisations, je vais dire, ou un peu les paramètres. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été, dans les paramètres de Copilot, mais tu peux activer la mémoire, tu Mmh. peux donner un contexte, donc tu OK. peux réexpliquer à Copilot qui tu es, ce que tu fais et cetera, Mmh. dans une sorte de méta prompt et en réunissant tous ces paramètres, effectivement, après, pour l'utilisateur final, là, ça devient de la magie. Mais La on magie opère. voilà. OK, OK. Pour que ce soit un vrai assistant, faut qu'il
faut que le copilote sache ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais on finalement, la question, elle était là, hein. Est-ce que Copilot fait sa crise d'ado? Oui, et du coup, il faut l'accompagner et il faut lui mettre un cadre. Il y a encore des choses qu'on doit faire nous-mêmes, on va pas tout demander à Copilot. Ah, le risque, c'est est-ce qu'on va devenir fainéant avec Copilot? Ça Ah et peut. voilà, c'est à peu près ça. Alors oui, effectivement, le risque, c'est peut-être qu'on devienne tous un peu fainéants, mais en vérité, je pense que ça dépend vraiment de comment on utilise Copilot et les IA génératives en général. Ouais, Je ne sais pas quelle est ton approche du sujet. Moi, par exemple, ouais. l'idée de base et cetera, elle vient de moi et je préfère que ça soit moi qui l'alimente Mmh. et je pense que la, manière la plus intelligente d'utiliser l'IA générative, ça reste ça. C'est notre jus de cerveau d'abord et ensuite on augmente ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Parce que c'est vrai que si on part de la feuille blanche et qu'on se dit: «Bon, bah, on va demander des idées à Copilot», alors oui, il va sortir des idées, ChatGPT, Claude et cetera aussi, mais on sera pas du tout au même niveau de qualité, d'originalité, on sent que ça va venir d'une IA. Moi, Ouais, je sais que j'ai souvent le débat, parce que je poste beaucoup sur LinkedIn ouais. et on a le débat sur les posts LinkedIn, en fait. Un post écrit par l'IA, purement par l'IA, on le sent. Bon Quand bah, on lit, il se passe rien. on finit vraiment par le voir, ouais, c'est clair. Alors que moi, je me sers de l'IA, je le dis très franchement, je me sers de l'IA pour écrire mes posts, Mmh, mais on le sent, je pense, je ne sais pas si tu confirmes, mais beaucoup moins, parce que l'idée et la rédaction de base, elle vient de moi et ouais. après je lui fais corriger les fautes, je lui fais travailler, je lui demande si j'oublie un angle et cetera, mais Tu gardes le contrôle. ouais, exactement et le mot copilote pour moi est bien trouvé parce que ça reste un copilote. C'est Ouais. pas un autopilote, tu lui donnes la main et il fait tout ce que tu veux. C'est, il est à côté de toi et il est là pour te guider, t'orienter, te coacher et cetera, mais il fait pas à ta place. Tu as dit: «Il va pas faire tout ce que tu veux». En fait, j'aurais même dit: «Il ne doit pas faire tout ce qu'il veut», en fait Oui. et il faut le guider, justement. Faut le guider, il faut, s'assurer que, bah, en fait, il utilise les bonnes données. Sinon, garbage in, garbage out, je pense. C'est à peu près ça. Moi, d'un point de vue sécurité des données, par rapport à un déploiement, de Copilot, enfin, forcément, c'est très bien. On voit tellement, de ce qu'on va appeler l'infobésité dans les tenants que, bah, de mon point de vue, c'est pas possible de lancer Copilot et se dire: «Les utilisateurs vont être, satisfaits des résultats dès le début». Parce qu'en fait, bah, il y a de la donnée, qui est certainement, vieille. D'un point de vue, justement, gouvernance, moi, ce que je trouve important, c'est que et on revient sur la notion de est-ce que c'est magique ou pas magique? Je pense qu'en fait, les utilisateurs doivent, finalement avoir confiance dans ce que Copilot fait et l'organisation doit avoir confiance, en fait. C'est vraiment aux 2 niveaux. Alors, on va pas travailler sur les mêmes choses. Il faut que finalement, d'un point de vue entreprise, Copilot doit faire ce qu'il a le droit de faire. Parce que finalement, une entreprise, bah, tu sais, elle a sa stratégie de sécurité, mais elle a ses obligations réglementaires, jusqu'à quel point elle a le droit de manipuler de la donnée personnelle, de la donnée financière et bah, en fait, si on fait juste «ouvrir Copilot» entre guillemets, c'est-à-dire attribuer les licences, il f il utilisera les données, toutes les données qu'il veut. Est-ce que les utilisateurs, ils se rendent compte que il va utiliser toutes les données et pas forcément les bonnes? Non, la plupart du temps, les utilisateurs sont pas conscients de ce qui se cache, sous le capot, hein, Ouais, concrètement. La plupart des clients que j'accompagne, leurs utilisateurs ne font pas la différence non plus entre où il va chercher ses données. Quand on a une licence Copilot, alors je m'appuie toujours sur le petit toggle qu'on a, Work Web, ouais. donc travail et web. Pour les gens, c'est pas évident, en fait. Mmh. Donc ils font pas attention à ce petit onglet et ils se disent: «Bah, il va chercher les réponses un peu partout». Ouais, Sauf qu'on a une segmentation quand même dans Copilot, donc soit on est en mode travail et il va chercher dans tout ce qu'on a sur le tenant Microsoft 365, soit on est sur le mode web et là, c'est un peu un ChatGPT, il va que sur internet et en fait, ouais, il y a aujourd'hui, une différence fondamentale entre les 2. Mais ça, les utilisateurs le voient pas OK. et quand on l'explique, c'est pas évident. Ouais, Après, j'allais dire, si tu grattes un peu plus loin, les gens ont pas conscience non plus que c'est dans tout ce à quoi tu as accès dans ton environnement Microsoft. Donc ça, c'est quelque chose que je m'oblige à redire et à redire parce ouais, tout à qu'il fait. faut faire de l'acculturation sur le sujet. On va dire quand même, ça respecte les droits, hein, donc ça ne consulte que ce que C'est ce que tu je as le droit répète constamment. d'avoir. Mais c'est vrai que c'est là où on crée de la confusion et je voulais te reposer la question parce que tu parlais de: «Il faut qu'on ait confiance dans le résultat». Ouais, Ça fait partie des choses pour moi qui créent la confiance. Parce qu'on doit en fait se créer une relation de confiance entre son copilote et soi et donc on doit avoir confiance dans les réponses, on doit avoir confiance que si on l'utilise, les données sortent pas et cetera. Enfin, ouais. il faut qu'on y aille vraiment en toute confiance et c'est là où j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, c'est comment on fait pour créer la confiance entre les utilisateurs, l'entreprise et Copilot du coup? Bah, c'est justement cette confiance, c'est se dire que même si en effet, on pose, plusieurs fois le même prompt, on va avoir des résultats légèrement différents parce que c'est comme ça que l'IA générative fonctionne. Néanmoins, on sait que le fond de la réponse sera toujours le bon. Ça sera toujours du contenu fiable, utilisable et qui, n'est pas obsolète
Et ça, c'est un des premiers points, en fait, sur lequel moi j'interviens pour un déploiement de Copilot, mais aussi pour d'autres raisons, sur justement cette inactivité. Enfin, il y a beaucoup de données qui sont inactives et une donnée inactive, c'est potentiellement une donnée obsolète. Donc après, on fait justement cet audit pour finalement séparer la data qui est inutile, qui n'a plus de valeur pour Copilot. Peut-être elle a encore une valeur patrimoniale, mais elle a plus de valeur pour Copilot, en tout cas pour le quotidien de l'utilisateur. Et donc faire le tri, faire le ménage, ça ne veut pas dire tout effacer, mais potentiellement avoir des stratégies d'archivage de contenu qui n'ont plus d'utilité au quotidien. Et bien sûr, on en a parlé assez rapidement, mais c'est vraiment important. Il y a plusieurs étapes pour s'assurer que la donnée qui est restituée à l'utilisateur, c'est une donnée que l'utilisateur a le droit de voir. Mmh. Et ça se joue à plusieurs niveaux. Et la base de toutes les installations SharePoint, de toutes les installations enfin, les déploiements, pardon, de solutions SharePoint, c'est les permissions aux documents. Ce qu'on appelle le surpartage. Très facile de partager un document, Ouais. mais au final, est-ce que la configuration du tenant, d'un client, c'est par défaut, quand on crée un lien de partage, c'est tous les utilisateurs de l'organisation, ou est-ce que par défaut, c'est un lien qui oblige à désigner une personne? Tout ça, forcément, dans le quotidien, l'utilisateur ne fait pas forcément attention. Il se dit: «Bah, il me propose ce lien par défaut, ce type de lien, je vais l'utiliser». Et donc, forcément pour Copilot, ça donne beaucoup plus de possibilités, d'aller, chercher du contenu parce que l'utilisateur a finalement accès à 30, 40, 50 de plus de contenu que ce qu'il a vraiment, normalement, un droit d'accès. On va dire droit d'accès légitime. Et puis après, il y a cette notion de confidentialité au-delà de la permission. C'est est-ce que tous les contenus, quand bien même ils résident en Europe, même les contenus traités par Copilot, restent, en résidence géographique, on va dire, européenne, voire française. Est-ce que Copilot a le droit de manipuler des données d'une nature X, Y? Ça, c'est encore une autre étape. Mmh. Encore une fois, c'est plus du côté entreprise et coulisses. L'utilisateur ne se rend pas forcément compte. Mais il y a ces petites informations qui s'affichent, enfin, en tout cas, quand la protection des données pour Copilot est bien faite, c'est qu'il se rend compte que la réponse donnée par Copilot, c'est une donnée qui, venait d'un document étiqueté, confidentialité basse, moyenne, élevée. Et donc, ça va donner l'information à l'utilisateur justement que ce contenu, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et le document qui est peut-être produit par Copilot, il va garder cette, chaîne de confidentialité. Et ça, c'est vraiment important. Quelques utilisateurs assez sensibilisés, souvent ils travaillent dans les directions juridiques, à la finance, enfin, c'est des Mmh. personnes un peu plus éduquées, on va dire, je pense, sur le sujet de la confidentialité des données, qui me posent la question effectivement. Quid de Copilot avec, les documents confidentiels? Est-ce que ça va se retrouver dans les recherches? Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir accès à ces documents-là alors que normalement ils ne doivent pas? Mais du coup, pour moi, il faut encore une fois retourner le problème, c'est comment on prépare le déploiement de Copilot? Qu'est-ce qu'on exclut? Qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que Ouais. on peut faire de l'exclusion de site SharePoint ou de zone, Oui, du ouais. tenant, Ouais, pour pourquoi que ce pas, soit ouais. pas indexé. Hem, pour moi, c'est aussi le moment de faire du ménage dans ces données. Donc oui, la confidentialité des données, c'est une préoccupation pour voilà, des populations juridiques, financières et cetera, et j'allais dire pour des questions, très, pragmatiques de, je sais pas, le bilan financier qui est pas encore sorti, qui a Mmh. pas été publié ou ce genre de choses. Des questions que je vois revenir de plus en plus aussi, c'est sur la souveraineté des données. Ouais. Est-ce que, tout ce que je manipule avec Copilot, ça reste en France? Est-ce que ça part aux États-Unis? Est-ce que mes réponses, vont pouvoir être consultées par le président américain si jamais, il venait à sortir une loi ou une autre, pour accéder aux données et cetera? Est-ce que toi, c'est, des sujets que tu vois arriver de plus en plus chez tes clients aussi? Oui, clairement, même si ces sujets existaient déjà avant, le déploiement de Copilot, justement toutes les obligations réglementaires ou normes ou certifications, que les entreprises, alors d'un secteur X ou Y, doivent se conformer, clairement ajoutent un jalon, on va dire, à passer d'un point de vue, je tamponne l'utilisation conforme de Copilot. Et il faut les vraiment rassurer sur, comment les données sont utilisées par Copilot? Sont-elles réutilisées par les LLM? Non. Sortent-elles de l'Europe? Non. Et encore heureux. Mais justement, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit, pas prendre pour acquis parce que alors au moment où on se parle, les choses peuvent, évoluer assez Oui. vite. On parle de Copilot, mais là, on parle de la partie Copilot Chat, Copilot M365, Ouais, assistant personnel. tout à fait. Dans Copilot, il y a aussi une partie agent. Alors, Mmh. déjà, on va peut-être, remettre un peu de contexte. L'agent, qu'est-ce que c'est? Ouais. Versus un Copilot M365. Copilot M365, c'est mon assistant personnel, c'est pour ma productivité, pour tous les jours et cetera. À l'échelle d'une équipe, par contre, là, on va plutôt utiliser les agents parce qu'on Ouais. va mutualiser,
j'allais dire une compétence, une connaissance et cetera, avec Ouais. un assistant finalement qui est à destination de plusieurs personnes. Mmh. Donc il y a la couche, personnelle avec Copilot M365, la couche, collective avec, Mmh. les agents Copilot. Donc finalement, Copilot M365, ça va être, si je simplifie vraiment, une tâche individuelle, alors qu'un agent, ça va être plus une tâche associée à un process métier. Voilà, OK, on peut résumer ça comme ça, de OK. manière assez simple. Puisqu'on parle des agents, j'ai une question pour toi. Comment tu imagines le monde du travail dans 10 ans avec, ces agents, un peu partout? Elle va être beaucoup plus autonome et beaucoup plus, présente dans la tâche, dans les activités de chacun. Et en fait, la grande différence, et c'est d'un point de vue sécurité, c'est vraiment important, c'est que au delà de analyser une question, chercher de l'information, la restituer. Bah, là, un agent, va produire de la donnée, Mmh mh. va peut-être en modifier, parce que, l'agent va aller, modifier, des informations dans un ERP, dans un CRM ou même dans une liste SharePoint ou que sais-je. Oui. Et donc, bah, finalement, là où avant, en tout cas avant slash aujourd'hui, la question de la confidentialité des données ne sera plus le même enjeu, parce qu'il y aura aussi la question encore plus de l'intégrité des données. Mmh mh. Alors, j'ai plus exactement tous les éléments en tête, mais récemment, on a vu passer, sur LinkedIn, une histoire comme quoi, un alors est-ce que c'est un développeur ou en tout cas quelqu'un d'une entreprise avait développé des agents qui ont pris, beaucoup de libertés, ou en tout cas des libertés par rapport à la façon dont ils avaient été conçus, ces agents, et ont, arrêté, toute une panoplie de serveurs. Donc on voit que c'est majeur. Ça Oui. plus rien à voir avec Copilot. Donc dans 10 ans, bah, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses qu'on n'anticipe même pas, parce que vu la vitesse à laquelle ça va. Par contre, on va être vraiment sur, de l'automatisation qui dépasse, tout ce qu'on a pu connaître avec, les workflows, le BPM et cetera. Là, on va être vraiment sur une construction, de données, démultipliées, et se pose la question justement de l'explosion encore plus forte de cette infobésité, parce que cette donnée, derrière, est-ce qu'elle est bien réutilisée? Mmh mh. Facile de créer de la donnée, mais elle va finalement, toute la donnée qui est créée, elle va pas être 100 de qualité. Donc, comment derrière on refait le ménage encore? Et Oui. c'est ça qui, encore une fois, d'un point de vue gouvernance, me fait poser beaucoup de questions sur, voilà, sur ce volume de données, cette intégrité de données, comment on va la contrôler? Et justement, comment ces agents, on va contrôler qu'ils sont bien conçus? Pour moi même avant ça, en fait, je pense que d'ici, peut-être, 2, 3, 5 ans, le temps que nos clients mûrissent un petit peu sur le sujet, on va avoir des équipes hybrides avec, nous, Ouais, les salariés humains et puis on aura des collègues agents, OK. qui viendront nous aider à faire toutes sortes de choses, automatiser des tâches, j'en sais rien, modifier des processus, et on sera dans des équipes hybrides intégrées comme ça, où on aura, au final, je me dis: «C'est un peu comme un film de science-fiction», mais aujourd'hui, on travaille tous en Teams. Mmh. Moi, je te parle sur Teams et ben, demain, je te parlerai à toi et je parlerai en dessous, il y aura mon agent et puis il y aura une troisième conversation avec, une conversation de groupe avec peut-être 2 agents, 3 Ouais, personnes ouais. et on sera dans quelque chose de nouveau. Finalement, les entreprises, que tu rencontres, elles sont déjà, prêtes à apprendre comment créer des agents et comment contrôler la création d'agents, ou finalement la fonctionnalité ou la capacité, elle existe, mais la maturité, elle est pas toujours là, ou enfin, elles sont pas prêtes, on va dire, à créer des agents? Quand j'arrive, donc en général, on a déployé ou on va déployer Copilot M365. On en a parlé en début d'interview. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites la plupart du temps, la préparation du doc, les cas d'usage et cetera. Mmh. Donc il va falloir qu'on prenne ce temps-là. Peu importe, on peut ouvrir les licences et commencer, mais en tout cas, c'est un travail qu'on doit faire en parallèle Ouais, et qui va prendre du temps. Et là où, en tout cas, j'ai l'impression de mon expérience terrain, c'est que la maturité, elle vient aussi en faisant ça. La maturité, elle se dessine petit à petit, et je te parle de la maturité pour aller dans les agents. Mais pour moi, tant que les personnes n'ont pas bien compris comment on utilise une IA générative, se faire au prompt, avec la mémoire, avec, pourquoi je peux l'interroger, puis qu'est-ce que ça ouais, sait faire, ça sait pas faire. On est d'accord qu'un agent fait pas la même chose, mais pour moi, ça fait partie de la trajectoire qu'on doit, avoir pour pouvoir arriver à un moment, à une maturité suffisante pour pouvoir se dire: «Bah, là, je vais avoir besoin d'un agent», en ouais. fait. C'est plutôt, comment dire? Travailler un peu sur la conscience, de l'IA et de ce que ça peut apporter à son travail Mmh. et on le vit, du coup, on s'y fait, on s'acculture avec l'utilisation de l'IA générative et ça nous ouvre, en fait, je vais dire les chakras, hein, sur, «Ah bah, oui, ben, les si l'IA est capable de faire ça, peut-être que, du coup, je peux avoir, un truc qui est automatisé avec de l'IA et cetera pour me Ouais, soulager de telle ou telle tâche» ou et ça, je pense que tu peux pas l'avoir si tu es pas passé d'abord par toutes les étapes d'utilisation de Copilot M365 ouais. d'abord. On a parlé de Copilot M365, on a parlé des agents. Pour toi, point de vue sécurité,
Est-ce que c'est la même chose de déployer Copilot M365 et de créer des agents ou est-ce que tu notes des différences et est-ce qu'il faut que ce soit différent? La base est la même, Mmh. la confidentialité des données par rapport à l'utilisateur qui fait le prompt pour, M365 Copilot ou, le prompt vers un agent. Là où on va avoir des enjeux encore plus forts de sécurité des données avec les agents, c'est que justement les agents vont avoir ce qu'on appelle des outils ou des compétences ou voilà, on utilise souvent ces termes-là. Mais finalement, aujourd'hui, il faut déjà contrôler quels sont les contenus qu'un utilisateur, peut, mettre dans son prompt. Il peut pas peut-être pas poser n'importe quelle question, il peut peut-être pas, mettre n'importe quel contenu dans son prompt et là, on va faire ce qu'on appelle du DLP, Data Loss Prevention. Ouais. Moi, à chaque fois, je le retraduis, en français parce que Data Loss Prevention, mot à mot, ça veut dire prévention contre la perte de données. Ouais. Mais en fait, c'est pas la perte de données, c'est la perte de contrôle sur les données. En fait, on donne une information à un outil qui, bah, finalement, une fois qu'on a contrôlé ce que l'utilisateur peut poser comme question, peut demander à l'agent et qu'on contrôle, globalement quelles sont les données que l'agent peut utiliser. Mmh. Mais l'agent, il justement, il reprend, il utilise des outils. Est-ce qu'on ne doit pas contrôler aussi la partie agent-outil? Parce qu'on contrôle la partie utilisateur-agent, mais derrière, est-ce que l'agent, il est conçu pour, on va dire, prendre des libertés qui n'ont pas été intrinsèquement demandées dans le Ouais. prompt? Donc c'est plus, entre guillemets, c'est plus la responsabilité de l'utilisateur qui a fait le prompt. Là, on est vraiment sur la gouvernance de l'agent, de ses capacités de réflexion et de prise d'initiative, on va dire. Donc, Et dans ce cas-là, qui serait responsable de cette partie-là? la création des agents, c'est quelque chose qui doit être fait dans un cadre, justement qui est contrôlé. Est-ce que quand on crée un agent, n'importe quel agent peut aller chercher une donnée dans une application métier XY et finalement, envoyer ces données par email? Justement, jusqu'à quel point on contrôle que l'agent, il a le droit ou pas d'envoyer des emails? Mmh. À la place de l'utilisateur? Bah, non, pas forcément. L'interaction utilisateur-agent, c'est vraiment toute la chaîne et ça peut se faire, justement par, des capacités donc de DLP, mais, plus globalement les capacités alors dans le cadre de Microsoft, 365 avec Microsoft Purview. Voilà. C'est faisable, mais il faut se poser toutes les questions, Mmh. comme il y a quelques années, les fameux, centres d'excellence autour, de la Power Platform. Oui. Le point de vue d'expert de sécurité que tu es m'intéresse sur cette question. Quand on a déployé Copilot M365, est-ce qu'on doit ou est-ce que tu conseilles aux entreprises de bloquer l'accès aux autres IA génératives type ChatGPT, Claude et cetera? En fait, encore une fois, je pense qu'il y a cette notion d'audit. On a parlé d'audit des données tout à l'heure, vérifier si les données sont toutes, pertinentes. Mais il y a finalement l'audit des usages. Mmh. Potentiellement, avant que Copilot soit déployé, il y a des équipes marketing ou juridiques ou autres qui, utilisent de manière cachée ou officielle des solutions d'IA générative externes. Donc la question c'est: est-ce qu'on doit vraiment, bloquer des usages qui avaient déjà été pris? Ma réponse, c'est que non, pas nécessairement. On peut permettre enfin, là, c'est une posture très générale, mais une entreprise pourrait, tout à fait continuer à autoriser que, bah, une certaine équipe métier qui avait ses habitudes d'utiliser, une IA générative externe continue, mais dans un cadre d'utilisation des données d'entreprise qui est contrôlé. Donc dans Mmh. le sens où on ne va pas on va pas permettre d'uploader, dans ChatGPT ou n'importe quelle autre, IA générative externe, un document de l'entreprise. Donc, si c'est des questions, générales, bon, bah, pourquoi pas. Après, d'un point de vue usage, je pense que tu te dis peut-être, bah, autant les habituer à utiliser Copilot. Enfin, la sécurité des données, c'est pas oui ou non. C'est vraiment une transition. Mmh. C'est un des sujets de sécurité qui est le plus proche du métier, en fait, par rapport aux autres sujets de sécurité comme, les applications, les postes de travail, les identités. Bah, les données, c'est pas, ça appartient pas à l'IT, ça appartient au métier. Donc il faut les accompagner de manière vraiment progressive pour que, ils comprennent les enjeux d'utiliser des IA génératives non contrôlées, par rapport aux données de l'entreprise pour que et de montrer que justement Copilot ou en tout cas une IA d'entreprise qui aura été fait, peut-être avec Microsoft Foundry ou Copilot Studio ou un agent, SharePoint ou voilà, bah, peut faire le boulot dans un cadre de confiance Mmh. justement et un cadre réglementaire de l'entreprise. Donc
Je pense qu'il faut pas fermer tout de suite parce que sinon, bah, on se met à dos, les métiers, les utilisateurs, mais commencer à expliquer que, bah, les règles, elles changent, mais, de manière progressive. Ce que je rappelle beaucoup, c'est qu'il y a de l'adoption, il y a de la gestion du changement auprès des utilisateurs. Oh oui, J'en parle moi-même, ça mais c'est bien. j'appelle, des professionnels, comme toi. Tout à l'heure, on parlait d'audit. Mmh. Donc normalement, un audit, c'est avant le déploiement de Copilot. Mais d'un point de vue gestion du changement, quand est-ce que ça commence et est-ce que ça se termine? Ça, c'est la grande question. Le changement, on a tendance à le voir comme un projet, donc avec un Ouais. début et une fin. Mmh. Effectivement, on va avoir un début et j'ai envie de te dire au plus tôt au mieux, parce qu'on sait que ça va changer fondamentalement pas mal de choses. La manière de travailler, la manière de réfléchir avec l'IA et cetera. Donc pour moi, le changement doit être envisagé dès qu'on prépare en fait, le déploiement technique. OK. Donc dans les vraiment les early stages quoi, au plus tôt, il faut inclure une personne qui va venir, conduire le changement et j'allais dire d'autant plus, tu vois, puisque là on confronte un point de vue un peu sécurité avec adoption, que moi en adoption, je vais avoir besoin de tes règles du jeu sécurité pour Ouais. pouvoir faire le bon accompagnement et faire comprendre aux gens ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire et aussi les rassurer sur le fait que c'est cadré, c'est sécurisé et cetera. Donc pour moi, c'est très important qu'on soit vraiment dès le début des projets, Ouais. pour avoir toutes les informations techniques, sécuritaires et cetera, et puis aussi pour pouvoir envisager le plan d'accompagnement qu'on va faire pendant le déploiement technique. Parce que finalement, on va mettre à disposition des licences, mais si on commence le changement juste à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Parce que les gens, ils vont avoir leur licence et puis on sait très bien que, on n'a pas 5 minutes dans sa journée pour regarder un truc d'e-learning ou quoi. On se dit qu'on le fera après, on le fait pas. Ouais. Donc OK. c'est aussi pour anticiper ce genre de comportement, Mmh. qu'il faut qu'on commence la conduite du changement le plus tôt possible. Alors après la conduite du changement, il peut y avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Les gens le résument souvent à un peu de formation, un peu de communication, c'est vrai, mais pas que. Ouais, certainement, ouais. Il faut aussi tenir compte de tout ce qui va être alors moi je fais pas mal référence aux réseaux sociaux, mais des influenceurs qu'on va avoir en interne, OK. qui vont pouvoir porter la bonne parole. Tu vois? Par exemple, si, tu as un RSSI qui est, dans un board ou un CODIR, et que tu travailles avec lui, j'imagine que c'est ce que toi tu fais sur le déploiement de Copilot, Ouais. il va pouvoir lui aussi faire des présentations, influencer ses collègues du CODIR et cetera pour, faciliter notre déploiement technique. Parce qu'on sait enfin, le déploiement technique et l'adoption, parce qu'on sait aussi que, bah, les codir doivent montrer l'exemple. Les gens adoptent plus facilement quand le patron montre l'exemple, hein, ça c'est un fait. Moi, je peux avoir ce relais sponsorship là au plus haut niveau aussi, ça m'aide, en termes d'adoption. Après, il y a plein d'autres choses qu'on met dedans et donc pour revenir sur les activités un peu communes, du change management, c'est pareil, la communication, elle doit pas venir le jour du déploiement. Il faut qu'on les prépare en amont, il faut qu'on ait un peu teasé le truc, il faut qu'on ait donné envie. Enfin, après moi je travaille avec, la méthode ProSci, OK. Ah oui, où oui. tu as un framework, OK. qui est ADKAR, un peu, comme les méthodes marketing, si OK. tu as fait du marketing où on parle de l'AIDA, où tu donnes envie aux personnes d'utiliser ton produit, de l'acheter et cetera. On est un peu dans cette même démarche, en fait. Il OK. faut créer quelque chose autour de ce que tu vas déployer. Alors là, c'est Copilot et Ouais. en général, l'attraction, elle est forte, en fait. J'ai pas j'allais dire beaucoup de boulot à fournir sur le sujet, mais il faut quand même, donner envie d'utiliser Copilot pour les bonnes raisons. Tu me demandais est-ce qu'à un moment il y a une fin? Ouais. En change Bah, oui, oui. management, c'est compliqué, en fait. C'est là où ça fait peur, Ouais. c'est que quand on a initié toute cette démarche de changement, le risque, si on l'arrête, c'est que ça retombe un peu comme un soufflé. Les gens vont OK. utiliser Copilot, mais peut-être pas à leur plein potentiel. Donc il faut aussi, et c'est le R de ADKAR, c'est le reinforcement, il faut maintenir cette dynamique dans le temps. Surtout que, je rappelle quand même qu'on est sur des produits Microsoft, il y a des mises à jour à peu près tous les jours, Ah oui. des nouvelles fonctionnalités, des redesigns, de voilà, d'interface, Ouais, et la page cetera. d'accueil de Copilot, Donc typiquement, concrètement, si on ne fait plus rien, après toute ouais. cette série de formations, de communication et cetera, ça va être très compliqué pour les utilisateurs de suivre tout ça et les gens vont décrocher petit à petit. Donc le change management, ça peut être vu comme un projet effectivement, il y a un début, il y a des jalons, on avance et cetera. Pour la fin, c'est une autre histoire. Bah, c'est drôle parce qu'en fait, d'un point de vue, sécurité et sécurité des données, c'est ce que je dis à chaque fois. Le plus compliqué, c'est pas quand on démarre, c'est quand on a commencé à déployer Mmh. parce que finalement, ce qu'on a déployé, d'un point de vue, gestion de la confidentialité, de point de vue data loss prevention, le DLP, c'est quand on a commencé à déployer les premières stratégies de finalement, même si on a vérifié quand même en amont, on a bien identifié, toutes les situations qui font que le prompt ou la réponse va être bloquée. Quand on déploie, ce n'est que le début et c'est plus un projet, c'est juste une amélioration continue, qui, se fait comme n'importe quel autre,
chantier de sécurité. Donc on se rejoint finalement, là-dessus. Oui, c'est ce que je vois. Romain, on a dit beaucoup de choses, je pense, dans cette session. Est-ce que en 4-5 points, tu pourrais résumer les clés d'un déploiement sécurisé de Copilot? Il faut donc vraiment faire un audit pour comprendre, quel est l'existant d'un point de vue données, que ce soit Copilot ou un agent. L'essence de l'IA générative, ce sont les données. Donc lesquelles ne devraient pas être disponibles et parmi les données disponibles, lesquelles devraient être utilisées, selon, le contexte utilisateur dans c'est-à-dire vérifier qu'il y a des données qui ne sont pas partagées de manière illégitime au sein de l'organisation, parce que l'IA y aurait accès. Ensuite, le troisième point, c'est, vérifier, ou mettre en place tout simplement les règles qui vont définir ce que l'utilisateur a le droit de soumettre dans son prompt et soumettre à l'IA générative. Donc, est-ce qu'il y a des typologies de données qu'on ne peut pas, utiliser de manière générale, donc M365 Copilot ou selon tel ou tel agent? Finalement, la dernière étape, s'il fallait résumer ainsi, c'est de mettre en place les mécanismes qui vont permettre de monitorer finalement toutes ces règles qu'on a mis en place. C'est ce monitoring pour voir si finalement il y a des usages qui n'ont pas été vus, qui devraient être mieux contrôlés pour les appliquer par la suite, pour que cet usage soit dans un cadre le plus confiant pour l'utilisateur et pour l'organisation vis-à-vis de ses obligations réglementaires. Finalement, je te retourne la question. Si tu devais résumer le minimum vital pour qu'une organisation soit prête à avoir un usage de Copilot efficace, efficient et à valeur ajoutée. Alors, en un, j'allais dire ça va te faire plaisir, mais je vais dire la préparation de tout ce qui est données, tenantes, et cetera. OK. Parce que ça va fondamentalement changer la qualité de la réponse. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Il faut travailler sur les données avant de déployer, et de penser à déployer Copilot. 2, s'obliger à prendre le temps de faire le tour des métiers pour faire émerger des cas d'usage. Pour moi, ça va être hyper important pour dégager de la valeur de Copilot. C'est là où on va vraiment être le plus pertinent. Plus Mmh. on va pouvoir apporter une réponse personnalisée à ces équipes sur du process, sur, des habitudes de travail qu'on peut changer ou pour gagner du temps, pour éliminer des tâches et cetera, plus on va faire en sorte que la solution soit adoptée de manière, simple et naturelle, en fait. Pour moi, un déploiement réussi, ça passe aussi par prendre le temps de le faire correctement et cette phase d'étude de cas d'usage est vraiment cruciale pour l'après. Et après, une fois qu'on a, ouvert les licences, bien sûr, ça va être de faire de l'accompagnement. Alors après, on n'a pas besoin de faire, le truc feu d'artifice, machin et tout, c'est juste donner les bases. La, configuration, on en parlait tout à l'heure, le métaprompt pour savoir qui tu es, activer la mémoire, ça va faciliter les choses et OK. puis les bases de ce que tu mets dans un bon prompt, parce qu'effectivement, si tu demandes à Copilot, une question générique en 3 mots, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais bon, tu vois de quoi je veux parler. Si tu lui dis: «Rédige-moi un email, pour mon patron», il va te rédiger un email pour ton patron, Mmh. mais tu lui as pas précisé, pourquoi, dans quel cadre, avec quel ton, et cetera. Donc plus on va être précis dans le OK. prompt et plus on aura une réponse pertinente et là, c'est pareil, en fait, c'est donner, les éléments clés, pour que la réponse soit la plus efficace possible et malheureusement, je vais revenir sur le ça n'a pas de fin, mais c'est aussi s'assurer qu'il va pouvoir y avoir en interne un relais sur après le déploiement pour maintenir les gens au courant de la dernière Mmh. fonctionnalité, des changements qu'il va y avoir sur la plateforme et puis aussi, on n'y pense pas assez, mais pouvoir accompagner son helpdesk, son support informatique, parce que c'est eux qui sont en première ligne. Les gens les appellent, ils sont pas contents et il faut aussi qu'on les accompagne, pour pouvoir avoir les bonnes réponses. Même si c'est pas technique, il faut pouvoir les aider là-dessus. Romain, merci pour cette discussion qui était, ma foi, très intéressante. J'espère que vous avez été aussi emballés que nous à l'idée de faire ce podcast. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir, avoir cette, vision croisée Ouais, ouais, finalement ouais. d'un sujet qui, est là pour durer, je crois, hein. C'est ça et a priori, quand on parle de sécurité, de copilot et d'adoption, c'est 3 mondes un peu différents, mais on voit qu'il y a beaucoup de ramifications communes et qu'on converge dans le même sens. Un grand plaisir et puis, à bientôt. À bientôt!